remercier les psychopathes du polar de m'avoir proposé d'animer cette rencontre et remercier Jacques et Marin d'avoir accepté d'y participer. Alors, même si on ne me présente plus, je vais quand même vous représenter brièvement, puis vous me direz si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Donc Jacques, donc tu as commencé en écrivant des nouvelles, et donc ton 12e roman, si je ne dis pas de bêtises, sort ces jours-ci. Donc n'espérez pas avoir cet exemplaire du livre, puisqu'il était en quantité limitée. Il y a eu un petit retard de publication. Ouais, il devait sortir le 9 mai, ça a été retardé à cause du dernier sélectif qui avait un petit bug. Et du coup, c'était reporté au 23, et là, c'est juste arrivé. Ils sont juste arrivés chez French Pulp jeudi soir. Et donc Stanislas Petrovski, qui est là ce week-end et qui est assistant éditorial chez French Pulp, on a embarqué une vingtaine avec lui. Donc j'en ai pas plus de temps. Voilà. Déjà, il en reste plus que 3 ou 4, je crois. Voilà, il va falloir aller faire vite après la conférence. Donc Marin, donc romancier et ingénieur de recherche en sciences humaines et sociales. Ancien. Tu ne revendiques plus la casquette. Bah, ça fait 12 ans que je ne suis plus quand même. D'accord. En début d'année, tu as publié ce très joli petit livre aux éditions Inuit, donc dans la collection Polaroid, Aucune bête, dont on reparlera tout à l'heure. Et celui qui vient de sortir plus récemment, c'est donc la suite des aventures de la sémillante famille Mabi-Ponce, donc La vie en rose. Et bien entendu, avant ça, il y a eu beaucoup d'autres titres qui ont déjà marqué l'actualité du roman noir. Alors, j'avais déjà envie de vous demander si, en tant qu'écrivain et auteur de polar et de romans noirs, vous vous lisiez les uns les autres. Je vais répondre simplement oui. Moi, je revendique vraiment le fait, avant d'être écrivain, d'être lecteur. C'est-à-dire qu'en gros, il faut 1 an pour écrire un bouquin, en ce qui me concerne. Dans la même année, je vais en lire, j'imagine comme vous toutes et tous, je suis plutôt un gros lecteur, donc c'est d'abord le plaisir de lire les collègues, parce que je lis beaucoup de romans noirs, mais pas que, et puis voilà, d'autres types de littérature, mais c'est d'abord la lecture. Si je devais choisir entre les deux, ça serait la lecture. Oui, lire les copains, c'est essentiel, hein. C'est d'ailleurs là qu'on pique toutes les idées. Bon, pour l'instant, j'ai pas piqué d'idées à Marin, parce que je ne l'ai pas encore lu. Ça va venir bientôt, j'en ai un depuis qu'on s'était rencontrés, il y a quand même 2 ans, je crois maintenant, 2 ou 3 ans. Lire les copains, c'est essentiel, c'est vraiment... c'est ce qui permet aussi ce respect qu'on a tous les uns pour les autres, quelle que soit notre trajectoire. Il y en a qui ont connu la célébrité tout de suite, d'autres pour lesquels c'est beaucoup plus long, où ça n'arrivera peut-être jamais, mais en même temps, le travail est le même. Quelque part, on s'investit, comme disait Marin, pendant 1 an dans un roman, et de voir le travail des autres, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, formateur, et qui nous montre à quel point ils sont entiers eux aussi, et qu'ils ont quelque chose à dire, notamment sur le polar social, qui est au cœur du thème aujourd'hui. Donc justement, sur le polar sociétal, moi j'avais envie de vous demander, lorsque vous commencez un roman, est-ce que l'idée va partir d'une envie d'écrire une histoire particulière dans laquelle vous allez intégrer un fait sociétal, ou est-ce qu'un fait sociétal peut être à l'origine de l'histoire que vous avez envie de développer? Ça se passe comment lorsque vous commencez à rédiger quelque chose? Alors c'est là que je vais commencer à être chiant. En fait, pour moi, le roman social, j'ai l'impression que j'écris du roman de critique sociale. Ça ne veut pas forcément dire que le roman est basé sur des questions de société. Il y en a toujours finalement dans tous les romans, quel que soit le genre, que ce soit du policier, du thriller, du roman noir, il y a toujours un fait social derrière en général. Pour moi, le fait que ça soit un roman de critique sociale, c'est plutôt un angle, c'est-à-dire une manière de raconter. C'est moins le sujet, même s'il y a toujours un sujet, que ce soit la violence au travail ou la question basque, mais c'est plutôt une manière de raconter. Pour moi, un roman, c'est une histoire, des personnages pour incarner cette histoire, qu'on va donc construire et inventer pour servir cette histoire, et puis un point de vue, un angle.
un point de vue, attention, c'est pas mes idées sur la question, c'est la manière de les raconter. Est-ce que je vais les raconter de manière très sombre? Est-ce que je vais plutôt faire quelque chose, un roman d'aventure? Est-ce que je vais faire un roman plutôt humoristique, une comédie? Quel est l'angle que je vais choisir? Est-ce qu'il va être un peu sarcastique? Est-ce qu'il va piquer un petit peu? Avec cette idée que, mettons, je sais pas, un sujet, ce roman-là, ils ont voulu nous civiliser, qui parle un petit peu du déclassement social sur fond de tempête Klaus dans les Landes, c'est comment je pourrais questionner cette chose qu'on pourrait appeler le déclassement social d'une manière qui n'a pas déjà été faite, si possible, sinon ça n'a aucun intérêt. En fait, ça dépend du livre, ça dépend de ce qui est à l'origine du bouquin, d'où vient l'idée de départ. C'est vrai que moi, dans mes polars, c'est pas forcément un angle social à chaque fois. C'est toujours quelque chose qui pétille au départ. Ça peut être une info, ça peut être une discussion avec des gens dans un café, avec des amis, ça peut être n'importe quoi en fait, véritablement la première étincelle. Et à la différence d'Enfermé, qui lui est vraiment parti sur un truc social directement, puisque, bon, je parle de ce livre-là parce que c'est vraiment au cœur du sujet. C'est un livre qui est à propos de la transidentité. La transidentité, ce sont des personnes qui font leur coming out et qui expriment au monde entier qu'ils ne sont pas nés dans le corps qui correspond à leur genre véritablement. Je ne parle pas de sexe mais de genre, parce que les transgenres ne sont pas forcément des gens qui ont envie de changer de sexe, mais ce qu'ils veulent c'est montrer au monde le genre dans lequel ils se sentent exister. Et c'est ce qui est arrivé à ma nièce. Moi j'ai connu un petit garçon à qui je donnais le biberon quand il était bébé, et quand ce garçon a eu 21 ans, lors d'une réunion de famille, en fait, il nous expliquait qu'il était une femme qui se sentait femme depuis toujours et qu'il allait entamer sa transition, en fait. Et donc, moi, évidemment, je connaissais absolument rien au sujet, je suis resté sur le cul. On était bouche bée, on savait pas du tout comment réagir. Il a fallu du temps pour comprendre, pour accepter ensuite, parce que il fallait qu'on fasse le pas pour elle, parce que c'était elle. Et forcément, en tant que romancier, ce sont des choses qui nous titillent, qui nous évoquent tout un tas de trucs qui peuvent se passer. Et je n'aurais jamais écrit un bouquin sur ce sujet-là si elle n'était pas venue me demander d'écrire un livre là-dessus. Déjà par respect pour elle, pour la famille. C'est quand même pas un thème anodin. Et c'est vraiment elle qui est venue me demander. Elle avait lu tous mes bouquins auparavant. Elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien que tu écrives un bouquin là-dessus. Donc j'ai pioché, déjà j'avais commencé à faire mon propre chemin par rapport au sien, et quand j'ai cherché à comprendre ce qui se passait chez les personnes transgenres, ce qu'elles vivaient, ce qu'elles traversaient, les souffrances qu'elles traversaient, je me suis dit ok d'accord, je vais y aller. Je te préviens ma cocotte, moi je travaille dans le roman noir, donc ça va être du noir. Elle m'a dit peu importe, l'important c'est qu'on en parle. Et donc voilà, c'est là-dessus qu'est parti ce livre, donc là il est vraiment parti purement sur un côté social. D'ailleurs, dans Enfermé, ce qui, en tant que lectrice, m'en a frappé, c'est que l'enfermement, il est psychologique, il est social. Quel que soit finalement le chemin que Virginie l'héroïne prend, l'enfermement est toujours là d'une manière ou d'une autre. C'est assez saisissant quand on lit le livre, c'est assez dur d'ailleurs. C'est une lecture dont moi je suis pas ressortie indemne, et c'est un livre qui m'a poursuivi quand même un petit moment. Et même finalement dans le métier qu'elle se retrouve presque contrainte de faire, on se retrouve dans cette, je ne sais pas si je peux appeler ça une maison de retraite ou un mouroir d'ailleurs, c'est vraiment le genre d'endroit où on se dit qu'on n'a pas envie de finir ses jours, parce que même finalement dans son travail, elle est dans cet enfermement-là. Il n'y a pas beaucoup d'air dans tout ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est volontaire, évidemment. L'enfermement, même la période carcérale, en fait, il fallait comprendre que ces personnes sont enfermées, mais vraiment très fortement. Et quel meilleur milieu pour montrer ça que celui de la prison, c'est vraiment le symbole quelque part de ce qu'ils traversent. J'étais pas obligé de faire de cette histoire criminelle une histoire aussi carcérale, mais c'était vraiment pour appuyer encore plus fort sur le sujet. Et oui, elle est enfermée dans son travail, elle est enfermée partout, et le but en fait c'était d'enfermer le lecteur aussi. Et c'est pour ça que sur la couverture, c'est une édite de génie de Stanislas Petrovski, d'ailleurs je lui rends hommage là, mais les barreaux en fait enferment tout le monde, même le nom de l'auteur, le nom le titre, tout est derrière les barreaux, et donc sous-entendu, le lecteur viens avec nous et on va t'enfermer aussi. Et évidemment, pour Aurore, il fallait aussi une petite lumière à la fin du livre, il fallait qu'elle s'y retrouve. Il fallait que ce ne soit pas un livre complètement assourdissant de douleur, et il fallait qu'elle puisse en sortir, et donc c'est pour ça qu'elle essaie de, sans vouloir dévoiler quoi que ce soit, mais il y a ce petit rayon de lumière à la fin pour mon héroïne.
ils arriveront tout à la fin. Vous accrochez avant. En tout cas, vous en parlez très bien et ça donne envie de le lire. Oui. Ah oui, ça accroche. Ah mais je pense qu'on va être nombreux à vous le recommander chaudement en fait. C'est vraiment... Enfin moi ça a été un de mes premiers coups de cœur du début de l'année et c'est vrai que j'ai essayé de le vendre à un maximum de monde en sachant qu'effectivement le sujet n'est pas facile, mais toutes les personnes qui me l'ont rapporté ont été quand même bluffées par le traitement du sujet. Donc ça marche et ça marche très très bien. Et est-ce qu'il y a des gens transgenres qui l'ont lu et après qui vous en ont parlé Alors oui, on s'est mis en quête justement d'une association qui représente les personnes transgenres. Donc moi, je voulais en plus particulièrement le faire lire à des personnes transgenres qui avaient vécu une période carcérale. Sauf que les transgenres sont un petit peu comme les hérissons, hein, dès qu'on les approche, ils se cachent énormément. On a eu beaucoup de mal à en rencontrer qui acceptent de parler et de lire le livre, et on a eu quelques retours de lecture qui étaient, je dois l'avouer, assez partagés. Il y en a qui ont trouvé que c'était... ils sont extrêmement à vif en plus sur le sujet, et c'est vrai que pour écrire cette histoire, j'avais le choix. Soit j'y allais, j'en ai parlé à quelqu'un ce matin, je ne sais plus qui, mais soit j'avais le choix d'y aller de manière assez délicate, assez douce, ou alors il fallait que je rentre dedans pour secouer le lecteur sur le sujet. Et j'ai choisi la deuxième solution, je me suis dit que c'était la plus efficace. Et je pense que c'est ça qui a certainement déplu à quelques personnes trans qui se sont senties heurtées elles-mêmes par l'histoire. Je pense que ça vient de là, mais j'ai eu d'autres avis par d'autres personnes trans qui, elles, avaient peut-être plus de recul, plus d'ancienneté, je veux dire, entre guillemets, sur leur parcours et qui leur ont permis d'avoir un autre regard sur le livre. Dans mes autres coups de cœur du début d'année, il y a cette toute petite chose qui finalement, en 80 pages à peine, dit beaucoup de choses, je trouve, de notre époque et de notre société. Donc Marin, je vais te laisser nous présenter Vera, parce que je pense que tu le feras mieux que moi. C'est pas sûr. Vera, c'est une coureuse de fond qui fait des... Alors ça se passe pas très loin d'ici d'ailleurs, ça se passe à Villeneuve-d'Ornon. Le cadre, c'est une course de 24 heures. Donc c'est des gens qui courent pendant 24 heures sur une piste. Vous avez écrit sur les 24 heures? Oui. Je connais bien. Ah. Et j'ai eu la chance d'en faire à l'époque où je travaillais à France Télécom, où j'avais besoin de me défouler un petit peu en dehors du boulot. Et donc j'ai découvert cet univers des coureurs de fond, et je pratiquais l'athlétisme, et j'ai découvert un athlétisme un peu à part, avec des gens qui sont très très différents déjà physiquement des canons qu'on peut trouver dans l'athlétisme en général. On imagine toujours des corps assez jeunes, assez sveltes, très en forme, etc. Et dans le 24 heures, on a des gens qui sont résistants, qui sont capables de courir longtemps. Donc on a des gens de tout âge, on a des gens qui n'ont pas forcément des physiques ou des gabarits qu'on imagine pour courir. On a des gens aussi qui sont un peu esquintés, qui ont déjà eu une carrière derrière eux, puis qui ont des problèmes de genoux, qui ont des problèmes et puis qui arrivent quand même avec des attelles. Le dernier 24 heures que j'ai fait, j'ai couru avec un type qui avait carrément une espèce d'attelle sur toute sa jambe, et il a tenu comme ça 24 heures avec ça. Voilà. Et puis il y a des gens qui ont 80 ans, parce que quand on a 80 ans, on peut courir 24 heures. Assez bizarrement, ça paraît complètement fou, mais finalement c'est plus facile de courir 24 heures à une allure évidemment raisonnable que de faire un marathon à fond les ballons quand on a 80 piges. Ça donne de l'espoir, en fait. Exactement, oui, et puis voilà. Et puis alors, ce qui est intéressant dans ces 24 heures, c'est que l'esprit de compétition, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment, contrairement à des courses plus courtes ou d'autres sports. C'est qu'on court tous ensemble, parce qu'on est sur une piste, et qu'on soit le premier, alors le premier il court à 10 km/h, hein, c'est pas non plus Usain Bolt, hein. Et je parle d'un grand champion, là, hein, 10 km/h pendant 24 heures, ce sont des grands champions. Et puis le dernier il est à 4-5 km/h, mais finalement on court ensemble, on marche ensemble, on souffre ensemble aussi, parce qu'il y a aussi ça. Voilà. Et donc j'avais envie de raconter l'histoire de Vera, qui représente un petit peu des gens que j'ai pu croiser dans ces 24 heures, qui est une femme qui est ouvrière, qui est mère de famille, qui est une femme aussi, donc qui a tous les soucis qu'on peut avoir quand on est une femme ouvrière, mère de famille, et puis qui a décidé de s'occuper d'elle pendant 24 heures, de ne penser qu'à elle, et donc qui chaque année vient faire ces courses-là. Donc elle, une grande championne dans le bouquin, qui est tombée quelques années plus tôt pour dopage suite à une erreur un petit peu médicale, on lui a prescrit le médicament qu'il fallait pas, et qui revient, voilà, et qui va faire cette course. Et évidemment elle veut être peinard, évidemment sa famille ne va pas la laisser peinard, évidemment il va se passer plein de choses. Et donc c'est l'occasion de parler de ces gens que j'ai croisés dans les 24 heures, qui sont des gens toujours très très discrets, très sympathiques,
mais qui font un exploit, quoi, parce que courir 24 heures, c'est vraiment un exploit. On n'en parle absolument pas, vous entendez tous parler des grandes stars du trail, des gens qui font l'ultra trail du Mont Blanc, des gens qui battent des records sur marathon, et on ne parle pas de ces gens qui font des courses absolument hallucinantes. Et juste à côté, là, à Villeneuve-d'Ornon, c'est vraiment à côté, hein, il y a un 24 heures tous les ans, fin août, début septembre. Je vous encourage à aller voir ça, parce que c'est un spectacle. C'est un spectacle et à la fois un truc où il y a beaucoup d'humanité, beaucoup d'amitié, beaucoup de chaleur humaine, et c'est vraiment des moments assez forts. Ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est qu'on est presque, enfin on est pourtant à l'extérieur, mais j'ai vraiment vécu ce livre comme un huis clos, puisque tout se passe finalement autour de cette piste. Et j'avais presque l'impression de regarder une pièce de théâtre. Et ce qu'on peut avoir finalement comme sensation quand on regarde une arrivée de marathon, il y a quelque chose de la tragédie dans ces courses. Quand on regarde une compétition d'athlétisme, il y a, surtout sur les courses d'endurance, il y a du rebondissement finalement jusqu'au bout, il y a de la souffrance, elle est marquée. Et ce qui est très fort, c'est qu'on la ressent en fait, alors que le livre est très court. Il y a l'espèce d'intensité de la course qui vient avec, et il y a aussi une part très très féminine, et voire féministe dans cette histoire. Forcément, j'ai pensé à tout ce qui a pu se passer autour du mouvement MeToo. Est-ce que c'est quelque chose qui a influencé l'écriture de ce livre ou pas du tout? Alors, le point de départ, la particularité de ces courses-là, en fait, c'est que plus la distance est longue, plus le temps est long, plus les écarts physiologiques de résistance et d'endurance entre les hommes et les femmes sont réduits. Ce qui fait que sur des courses de 24 heures, ou de 48 heures, ou plus, parce qu'il y a des courses de 6 jours, enfin il y a des trucs de malades, les femmes ont des performances qui égalent complètement celles des hommes. C'est-à-dire qu'en termes d'endurance, de résistance à la souffrance, malgré la musculature qui évidemment est supérieure chez les athlètes masculins, les performances vont être exactement les mêmes. C'est-à-dire que c'est une discipline sportive qui est égalitaire, c'est quand même assez rare, donc il faut quand même le souligner. Et il y a même des courses, alors il y a en Angleterre une course qui fait, je crois, 7 ou 8 jours, ça fait 3 ans que ce sont des femmes qui gagnent. Les hommes n'arrivent pas à gagner. Il y a des athlètes qui viennent, hein, ils ont envie de gagner, hein, parce qu'il y a aussi des gros machos dans l'ultra-endurance. Et voilà. Et donc, ce qui est génial, c'est que déjà, on est sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que j'ai même pas moi à forcer le trait. C'est-à-dire que la réalité fait que c'est le cas. Et donc, du coup, ça se joue ailleurs. Ça se joue sur un mental, ça se joue sur... Donc, d'où le fait que... moi, j'ai simplement retranscrit en fait des discussions, des échanges que j'ai eus pendant ces courses, qui fonctionnent exactement comme des tragédies. C'est-à-dire qu'on démarre, tout le monde est en forme, on avance très très lentement, on est à 7, 8, 10 km/h. Et puis petit à petit, la douleur va s'installer, elle est d'abord physique, après c'est juste une histoire de mental. Il y a des rebondissements jusqu'au bout, parce que c'est des rebondissements d'escargot, parce que ça va très doucement. Mais moi j'ai d'abord suivi ces courses comme spectateur. J'y suis allé en me disant, ces gens sont stupides. Ils sont complètement cons. Je veux dire, courir sur une piste pendant 24 heures, faut quand même avoir un sacré grain. Et puis en fait, je me suis pris au jeu, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une course, vous êtes là, vous attendez le 100 mètres du Usain Bolt, bon voilà, ça dure 9 secondes 90, c'est un peu moins parfois, mais ça va trop vite, quoi. Alors que là, voilà, on prend vraiment son temps, on est avec eux, et c'est vraiment un spectacle. C'est un spectacle au long cours. Et donc la question féministe, moi, je revendique pas du tout... un point de vue féministe, même si par ailleurs je le suis, mais je voulais simplement mettre en scène, essayer d'incarner un petit peu une espèce de revanche comme ça de ce corps, qui en l'occurrence est un corps féminin. Alors pendant qu'on court, hein, les muscles sont les mêmes, hein, c'est-à-dire quand on a des courbatures, qu'on soit un homme ou une femme, c'est exactement la même chose. Pour autant, il y a quand même des différences. Et pour avoir eu des discussions comme ça avec des femmes qui m'expliquent, bah voilà, elle fait cette course, elle fait 240 bornes, mais elle avait ses règles, elle avait accouché 2 ans plus tôt, on n'est quand même pas à égalité, hein, de ce point de vue-là. Et malgré tout, la performance va être quand même fantastique. Ah, c'est bien parlé ça. C'est vécu. Alors, on va changer complètement de sujet. Vous avez tous les deux endossé le costume d'un personnage récurrent. Marin, c'était le poulpe. Et Jacques, nous avons un embaumeur. Et puis plus récemment, donc Nestor Burma. Comment on travaille en fait sous la contrainte finalement d'une Bible, avec des personnages déjà très très posés, très très marqués, avec des caractères, j'imagine qu'on vous donne
écrivez du coup sous contrainte avec, j'imagine, un nombre de pages à respecter, des traits de caractère, des personnages déjà préexistants. Comment on arrive à marquer sa patte et sa propre personnalité, et ce qu'on a envie justement de mettre parce que c'est des personnages qui ont des revendications aussi, enfin des traits très très forts justement d'un point de vue social. Donc comment on arrive à mettre de soi tout en respectant finalement le caractère de ces personnages. Déjà à propos de l'écriture sous contrainte, juste un petit mot. J'ai animé quelques ateliers d'écriture, j'en ai pas fait beaucoup, mais je me suis dit comment arriver à faire comprendre aux personnes qu'est-ce que c'est l'écriture sous contrainte. Parce qu'on parle d'écriture sous contrainte, on voit tout le monde qui fronce ses sourcils, on dit qu'est-ce que c'est que ce truc, on va s'emmerder et tout. Et en fait, le test est très simple. Quand vous avez un atelier d'écriture, vous avez des personnes qui sont là et vous leur dites voilà, vous avez 5 minutes, écrivez ce que vous voulez. Et là, le stylo il reste en suspens, on attend. Nelly, t'étais là, t'as vu. Et 5 minutes se passent, en général il n'y a pas grand chose écrit sur les feuilles, et je leur dis voilà, maintenant vous avez 5 minutes, vous êtes dans un avion, on est le 11 septembre 2001, vous venez d'apprendre que vous allez vous écraser sur le World Trade Center, vous avez 5 minutes pour dire à la personne que vous aimez, que vous l'aimez. Et là, ça fuse. Et donc là il y a une contrainte maximum, et l'écriture jaillit immédiatement. Et vraiment c'était le cas de tout le monde. Et donc l'écrire sous contrainte, c'est pas forcément un obstacle. Au contraire, ça amène des idées qu'on n'aurait pas forcément eues autrement. Et moi, il se trouve que Nestor Burma, je ne connaissais pas, très peu. Léo Mallet, je ne l'avais jamais lu, je l'avoue très franchement. Le premier, Nestor Burma, est sorti en 1942. Pour moi, ça faisait partie des personnages vraiment très très anciens, qui n'avaient plus vraiment leur droit de citer quelque part aujourd'hui, à part pour ceux qui étaient amateurs de polar de l'époque. Mais j'ai aussi rencontré Nestor Burma avec Guy Marchand, évidemment, tout le monde connaît la série, avec Tardy aussi, qui l'a adapté en BD, puis d'autres qui s'y sont mis aussi. Et puis finalement, à bien y réfléchir, ce personnage-là, détective, un petit peu gouailleur, un petit peu amateur de jolies femmes, amateur de jeux de mots foireux aussi, il y avait de quoi faire. Et puis, c'est Burma d'aujourd'hui, c'est-à-dire que Burma, il a un téléphone portable, il a un ordinateur, même s'il n'est pas tout à fait spécialiste du truc, il a quand même accès à Internet. Enfin, c'est vraiment Burma remis au goût du jour. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et les contraintes, finalement, n'étaient pas si énormes que ça. Il y a simplement sa secrétaire qui a changé. Au lieu d'être une benne blonde en tailleur, maintenant c'est une franco-sénégalaise, fille de Miss Sénégal 1985 et d'un colonel de l'armée française. Donc déjà, on part dans quelque chose d'assez... ça donne énormément de possibilités de plaisanter, de faire des petites blagues, et puis de raconter d'autres trucs aussi. Vraiment, je me suis éclaté, avec beaucoup de respect, je suis rentré dans les chaussures de Léo Mallet. Enfin, c'est prétentieux de dire ça, mais les chaussures étaient vides en l'occurrence, donc je me suis permis d'aller y faire un tour. Et c'est vraiment un exercice qui est très très sympa, et j'en parle à beaucoup d'auteurs, parce que c'est à chaque fois un auteur différent. Nestor Burma, c'est ouvert à tous les auteurs qui voudront faire un Nestor Burma. Et chacun y amène sa propre patte. Il y a eu déjà quelques auteurs connus qui en ont fait. Il y a bientôt Daniel Thierry qui va en sortir en septembre. Hergé Laurie aussi, normalement l'année prochaine. Donc il y a quand même des noms. Jean-Bernard Pouille aussi qui va en sortir un. Donc c'est un héros à suivre. Et puis je pense, d'après ce que j'en ai compris, la série va être de nouveau télévisée. Donc c'est un personnage qui renaît quelque part de ses cendres. Alors d'abord Nestor Burma, parce qu'on m'a proposé de participer. Et alors moi, mon problème, c'était l'exact opposé. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Léo Mallet. Léo Mallet, alors Nestor Burma, je l'avais jamais lu. J'ai jamais lu l'épisode de Nestor Burma, mais je connais bien le travail de Léo Mallet. Et c'est une écriture très sombre, très très noire, très âpre, avec une langue en plus qui n'est pas forcément celle d'aujourd'hui, qui a un argot plutôt ancien, qui n'est pas du tout mien, et qui est peut-être celui de mon père, mais pas du tout mien. Et du coup, j'ai été très mal à l'aise. Pour l'instant, j'ai pas répondu ni oui ni non. Je suis très mal à l'aise avec ça parce que j'aime tellement Léo Mallet que j'ai peur de faire n'importe quoi et de me planter. Alors pour le Poulpe, c'était différent. Je connaissais l'idée du Poulpe, j'avais vu le film avec Jean-Pierre Daroussin qui était sorti, qui était plutôt drôle et plutôt sympathique, mais j'en avais jamais lu. Du coup, je m'y suis mis assez simplement. J'ai pris comme une contrainte d'écriture exactement ce que tu disais tout à l'heure. Je me retrouve complètement dans tes propos. Voilà, en gros, il y a une petite Bible. Le premier chapitre doit démarrer dans un troquet qui s'appelle Les Pieds de Port à la Sainte-Scolasse, dans le, je crois, 11e arrondissement, ou 10e, je ne sais plus.
Il y a cette figure du poulpe, qui est un type un peu anarcho-libertaire, c'est des idées qui me conviennent bien, donc j'étais très à l'aise là-dedans. Avec la coiffeuse, moi j'aime bien les coiffeurs et les coiffeuses, ça revient de peut-être à cause de mon abandon de chevelure. Rigolez pas, j'ai une formation de coiffeur, s'il vous plaît. Et voilà, et donc là je suis rentré dedans assez facilement, mais à la limite c'est pas tant par l'écriture, c'est par le fait que ce que tu disais un peu aussi, c'est le fait qu'on me propose de participer au Poulpe. Donc moi j'étais le 271e, 272e à faire ça, parce que ça a été créé à la fin des années 90, et moi j'en ai fait un en 2010 ou 2011. C'était une manière de la part des gens du polar de me dire, bon bah bienvenue dans la famille, écoute, tu as fait un ou deux bouquins, ça a l'air à peu près sérieux ce que tu fais, tu vas bien nous faire un petit poulpe, faut pas te prendre trop au sérieux quand même, déconne pas, viens te marier avec nous. Et donc je l'ai fait aussi pour ça, c'est-à-dire que le plaisir de me saisir de ce personnage qui avait déjà eu 270 vies avant, voilà. Et avec, dans tous les cas, des jolies plumes en plus pour accompagner ces personnages. On n'a pas parlé du coup de l'embaumeur. Oui. Parce que ça a quand même un personnage intéressant aussi. Oui, l'embaumeur, c'était la première fois que je prenais justement d'autres chaussons aussi. L'embaumeur, un personnage vraiment très particulier. Moi, j'écrivais des polars jusque-là, donc avec des policiers forcément. Et là, on me propose d'écrire un bouquin avec un gars qui embaume les gens. Donc forcément, ça amène d'autres possibilités de raconter des histoires. Notamment les embaumeurs, ils rentrent en contact avec les familles forcément, et avec des côtés noirs de la famille, puisqu'on est en pleine funérailles, enfin, c'est vraiment très compliqué. Et ce gars-là, il arrive à être en contact avec des sujets, avec des secrets de famille que la police n'a pas forcément la possibilité de rencontrer. Il y a des confidences, et puis il y a des choses qui se déroulent et qui n'ont rien à voir avec la police. Et je m'en mêle un peu les pinceaux, mais en tout cas, le personnage de l'embaumeur m'a permis de prendre des chemins de traverse, d'aller surfer sur un roman noir qui n'est pas un polar véritablement, qui est vraiment quelque chose de barré. Et les collègues en fait de l'embaumeur sont aussi barrés que lui. Et donc il y a un moment où on apprend que comment il s'appelle déjà Luc Mandoline était dans la Légion avant d'être embaumeur, et j'avais lu les précédents en fait pour m'imprégner un petit peu du personnage. Et je me suis dit, mais on n'explique pas pourquoi ce gars-là, qui était dans la Légion, est devenu embaumeur, c'est-à-dire qu'il s'approche encore plus près des gens, quelque part dans leur moment le plus intime, au moment du décès, alors que le légionnaire, c'est plutôt avant le décès, lui. Et donc, qu'est-ce qui a fait que ce gars-là bascule, en fait? Et je me suis dit, dans ce bouquin-là, je vais raconter, en fait, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un légionnaire qui l'amène à devenir embaumeur. Et c'était un peu le trait en pointillé de ce bouquin. On va parler, parce que c'est difficile de ne pas en parler de cette semaine avec l'actualité du procès France Télécom, on va faire un petit tour du côté des visages écrasés qui du coup est revenu en pleine actualité. Les visages écrasés, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore lu, ça se passe, a directement été inspiré de votre expérience personnelle à France Télécom. J'avais envie de vous demander quel était votre sentiment sur comment vous vivez en fait le procès qui s'ouvre, et est-ce que lorsqu'on a vécu cette expérience plutôt douloureuse de si près, est-ce qu'on attend vraiment quelque chose d'un procès comme celui-là? Pour le coup, je vais contredire par ma réponse tout ce que j'ai dit au tout début. Là, pour le coup, c'est vraiment un phénomène social qui m'a inspiré l'histoire, alors qui a inspiré de mon expérience. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans comme chercheur à France Télécom. J'ai vécu une situation de souffrance au travail, j'ai fait une tentative de suicide. Je suis parti de France Télécom pour sauver ma peau, aidé par ma compagne à ce moment-là. Et donc, il y a eu l'écriture qui est arrivée, et puis forcément, à un moment donné, s'est posé la question d'écrire là-dessus. D'écrire sur ce qu'on appelle un peu à tort la souffrance au travail, qui en fait cache quelque chose qui s'appelle la violence au travail. C'est-à-dire que si les gens souffrent, c'est parce que certaines méthodes de travail sont violentes. À France Télécom, mais pas que, donc c'est pas un roman sur France Télécom, c'est un roman sur le monde du travail, en l'occurrence un centre d'appel, qui pourrait être un centre d'appel de France Télécom, mais qui peut être un centre d'appel d'IKEA, ou de Air France, ou de ce que vous voulez, ou de réservation de billets à la SNCF, bon voilà. Donc c'est l'histoire du médecin du travail qui tue un salarié pour abréger ses souffrances et en même temps pour qu'éclate une forme de vérité autour de ces questions-là. Ce livre est concomitant d'un essai que j'ai coécrit avec une médecin psychiatre, parce que j'étais sociologue,
et un sociologue spécialisé dans l'organisation du travail qui s'appelle Pendant qu'ils comptent les morts, sur les suicides à France Télécom, pour le coup, pour essayer d'expliquer un petit peu en 2009, au moment où on médiatise les suicides à France Télécom et où on dit beaucoup de bêtises sur les suicides parce que c'est un phénomène qui est encore assez mal connu, puisque c'est un phénomène très récent. En fait, on se suicide au travail à cause du travail depuis le milieu des années 90, c'est très récent. Je mets à part la police et l'agriculture, où ce phénomène existe depuis déjà très longtemps, mais pour des raisons différentes, même si maintenant les raisons se rejoignent. Et donc voilà, avec cette idée derrière, c'est la seule fois où j'ai fait ça dans un de mes romans, avec cette idée derrière, je l'avoue, même si j'aime pas revendiquer ça en tant qu'auteur, cette idée un peu militante de parlons-en. Continuons d'en parler, parce que les gens qui... Moi j'en suis sorti, mais les gens qui sont en détresse par rapport à ça, il y a des gens aujourd'hui qui souffrent au travail à cause du travail, il y a des gens qui vont au boulot la boule au ventre, il y a des gens qui ont des idées suicidaires, il y a 500 suicides chaque année au travail à cause du travail, je précise, hein, je mets en dehors les suicides pour des raisons qui seraient plus d'ordre personnel. Disons les suicides où le facteur principal est le problème au travail. On parle d'ailleurs assez peu des homicides, hein, mais il y a autant de suicides que d'homicides. Selon la psychologie des gens vont développer des pulsions auto-agressives, donc plutôt suicidaires, ou des pulsions hétéro-agressives. On a tous en tête cette idée de je vais l'étrangler. Tout le monde a pensé ça un jour ou l'autre d'un collègue ou d'un chef. Et bien il y en a qui passent à la tête. Voilà. Simplement, plusieurs fois. D'ailleurs, c'est vrai qu'on en parle moins parce que ça relève du pénal, c'est traité différemment et on ne le fait pas rentrer dans les statistiques, mais c'est un phénomène aussi important. Donc, pour répondre finalement à la question que tu posais, moi j'ai écrit ce livre pour qu'on en parle et j'ai accepté des invitations dans des festivals littéraires, mais aussi à la demande d'entreprises, par des syndicats, dans des manifestations qui n'avaient peut-être pas grand-chose à voir parfois avec la littérature. J'ai écrit ce livre, j'assure la promo, le film a été adapté, j'ai accepté de jouer dans le film, j'ai accepté de faire la promo du film aussi, même si le film je trouve n'est pas complètement réussi, mais pour moi c'est important simplement qu'on en parle, parce qu'encore aujourd'hui pour beaucoup de gens, c'est encore le silence et le déni qui prédominent et c'est pas normal, et on continue de faire travailler les gens comme ça, parce qu'on a un peu résumé ce problème à France Télécom, mais en fait France Télécom est une entreprise dans laquelle on se suicide dans la moyenne nationale. L'endroit où on se suicide le plus en France au travail à cause du travail, c'est l'ONF, l'Organisme National des Forêts par exemple. Dans la police aussi, évidemment, dans l'agriculture, dans les collectivités territoriales, dans la fonction publique, bon voilà. Donc c'est un phénomène qui est généralisé, qui n'est pas du tout propre à France Télécom. Simplement, France Télécom est une grosse entreprise, donc on en a beaucoup parlé. Donc j'attends rien de ce procès, parce que ces gens-là ne seront jamais condamnés à la hauteur du mal qu'ils ont fait, et qu'ils ont fait sciemment. Quand je dis sciemment, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à tuer des gens, mais ils savent qu'ils appliquent des méthodes qui, ailleurs, et on le sait historiquement, et ils ne peuvent pas l'ignorer, ont tué des gens et font souffrir des gens. Ça, ils le savent. Et ils continuent de les appliquer aujourd'hui à la Poste, à la SNCF, avec la même énergie, parce que c'est leur idéologie. Mais c'est important que ce procès ait lieu, c'est important qu'il dure 2 mois, c'est important qu'il soit vraiment médiatisé, parce qu'on va continuer d'en parler. Et c'est une offensive qui est menée contre ces manières de travailler qui sont inhumaines et inadmissibles. Amazon aussi. Oui, Amazon aussi. Dans le privé, Amazon, et du coup, le livre, comme vous disiez, on a envie d'étrangler, ça vous traverser l'esprit plusieurs fois, donc écrire est une victoire, ça permet d'éviter de passer à l'arme. Plus c'est noir, plus on a des soucis à se faire. Pour en revenir à Amazon, d'ailleurs, je crois qu'il y a il y a un article qui est sorti cette semaine, je crois qu'il y a 7 femmes qui ont été licenciées récemment pour la simple et bonne raison qu'elles étaient enceintes. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a effectivement encore du boulot. Oui, c'est de l'employé notable, donc voilà. C'est ça. J'ai entendu cette phrase absolument terrible qui était mettre fin à la mode des suicides à France Télécom, qui était absolument terrifiant. Cela dit, juste une petite parenthèse, Didier Lombard l'avait passé à la barre, il récidive. Hein. Alors il ne parle pas de mode parce qu'on lui a expliqué qu'il ne fallait pas qu'il en parle, mais il continue de dire que, parce que c'est sa ligne de défense, hein, que les gens étaient... il ne peut pas s'empêcher de penser que les gens qui ont craqué étaient des gens qui n'ont pas supporté le changement. Non, les gens qui ont craqué sont des gens qui, en général, dans 95% des cas, sont des gens qui aimaient leur travail, qui étaient très investis dans leur travail, et qu'on a massacrés, parce qu'on les a mis dans des placards, on leur a demandé des trucs qui n'étaient pas possibles, et ils ont eu une pression phénoménale. Il y a eu des formations qui étaient proches de la torture, quoi. Il y a vraiment eu des méthodes de travail qui étaient du genre... ces fonctionnaires on ne peut pas les licencier parce qu'ils sont fonctionnaires, donc on demandait par exemple à des managers, voilà, c'est un truc qu'on apprenait à des managers en formation, tu le convoques dans ton bureau,
Une fois qu'il est là, tu lui dis bah non, c'est bon, j'ai résolu le problème, et puis tu fais ça 20 fois par jour. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, la personne elle va craquer. Et effectivement, ça marche, les gens craquent. Mais ils ont eu la double peine, pardon, je l'interromps, parce qu'ils ont eu ça donc par leur management, mais par les yeux, le regard de la société, qui disait en plus, ah mais ils craquent parce qu'on leur demande enfin de travailler, quoi. Donc, Oui, bien sûr. Du coup, Bon voilà, mais on est là d'abord pour raconter des histoires. oh, reste dans ce qu'il veut. La réalité est parfois pire que les horreurs qu'on écrit. La réalité dépasse la fiction. Alors, je vais dire des choses. Alors, j'ai pas fait le jeu des 7 erreurs ou des points communs dans vos littératures respectives, mais vous avez tous les deux abordé à un moment donné la question basque. Alors, lequel a copié sur l'autre? Ah oui, la question basque. Oui, quand j'ai écrit, il n'est pas là, mais ne prononcez jamais leur nom. En fait, dans le précédent, la pieuvre, mes personnages s'engueulent. Ils s'engueulent, il y en a un qui part en Suisse et je me suis dit, l'autre il va se barrer de l'autre côté. Alors je prends la carte et je l'emmène au Pays Basque. Et puis je me dis, tiens, il sera au Pays Basque, c'est marrant. Et puis j'avais un début de scène, une explosion dans un train. Donc une explosion au Pays Basque, ça ne surprend pas grand monde, hein, même pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au Pays Basque, j'ai fait des recherches, des Haït, Parétarac, etc. Et j'ai creusé, j'ai commencé à écrire mon histoire. Et puis au bout de 6 mois, je commence à rentrer dans un autre truc avec les groupements armés, les GAL, et je fais une recherche sur les GAL justement. Et je vois Marin Lodin. C'est quoi ça, merde? Roman Marin Lodin, Pays-Bas. Je fais, oh putain, c'est pas vrai, ça fait 6 mois que je bosse là-dessus. Et il y a un gars qui a écrit un bouquin un polar qui se passe au Pays-Bas. Je me dis, mais c'est la mort, quoi. Puis en plus, j'avais quasiment tout était fait, tout était écrit. Et donc, je connaissais pas Marin encore à ce moment-là, et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, là, je suis vraiment merdé. Désolé de te déranger, mais j'ai un sujet sur le Pays Basque, et puis mais je me rends compte que j'ai l'impression d'être proche j'ai pas lu ton bouquin, mais j'ai l'impression d'être proche de ton histoire. Et donc, on a discuté un petit peu. Et à la lumière de ce qu'il m'a dit, j'avais choisi d'attaquer justement ce sujet sur le GAL. Et du coup, je les appelais complètement ce truc-là. Je l'ai juste mentionné un tout petit peu. Et je suis parti dans une autre direction. Et ça m'a permis de rebondir en fait sur Marin Lodin et de m'en éloigner dans cette histoire. Et voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Donc c'est moi le copieur. Ouais, non, il n'y a évidemment pas de copie du tout. Et peu importe le thème, j'allais dire, de toute façon, on y met notre patte, on y met notre manière d'écrire, notre façon de voir le monde et de le raconter, de le mettre en récit. Donc, je suis à peu près certain que même si tu étais resté sur l'égal, on aurait traité le sujet de manière différente, peut-être complémentaire. Pour moi, il n'y a pas de problème avec ça. Et j'allais dire, vive la copie d'une certaine manière, parce que personne ne peut copier. Ou alors on fait du plagiat, mais ça, c'est autre chose. Et évidemment que je sais que c'est quelque chose qui n'existe pas la plupart du temps, parce qu'on n'a aucun intérêt à le faire, puis ça n'a aucun intérêt de manière générale. Et donc oui, donc du coup on s'est retrouvé sur ce point commun. Et en fait il y a pas mal de polars qui ont été écrits, qui parlent notamment dans les années 80-90 autour des groupes antiterroristes de libération. Donc c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ces groupes paramilitaires qui étaient financés par des hauts placés dans le gouvernement espagnol qui rendaient œil pour œil, dent pour dent aux actes terroristes menés par ETA depuis la fin des années 60 et donc qui ont tué quand même pas mal de monde, hein, c'est 60-70 personnes, donc beaucoup de civils qui ont été tués par des mercenaires en fait, hein, ce qui étaient des types qui sortaient de tôle, à qui on filait 30 000 balles, 30 000 francs à l'époque, c'était le prix d'un meurtre, hein, on leur donnait 30 000 francs, la plupart ont été arrêtés, ont fait de la prison d'ailleurs, la plupart sont sortis maintenant, parce que c'était déjà il y a longtemps. Et donc ça c'est un beau sujet de roman noir, parce que c'est vraiment comment dire, d'abord, il y a des résurgences, hein, il y a eu des phénomènes assez récents de disparitions inquiétantes, d'enlèvements. Dans le cadre de la lutte antiterroriste en France et en Europe, les accords entre la France et l'Espagne depuis les attentats du 11 septembre, puis depuis 2004, les attentats à Madrid, il y a une politique un peu particulière qui est menée autour de la question basque, alors que les Basques, a priori, sont plutôt engagés dans un processus de paix, avec restitution des armes, etc. Et donc c'est intéressant de voir comment l'État français finalement est toujours un petit peu à la frontière, à la limite, sur le fil du rasoir dans la légalité et la manière de traiter cette question-là. Alors
assez amusant, je trouve, quand on a tous vos livres qui sont posés là. Donc, Jacques, quand on lit vos aventures, il y a toujours quelque chose d'assez... Enfin, même dans l'enquête, il y a toujours des moments assez drôles. Et là, tout d'un coup, avec Enfermé, on a glissé vers quelque chose effectivement beaucoup plus noir. Et alors là, j'ai eu le sentiment totalement inverse en arrivant sur Salut à toi, mon frère, où je connaissais jusque-là un marin ledoin plutôt très noir. Et là, je me suis retrouvée avec quelque chose de beaucoup plus ludique dans la forme. Alors, c'est pareil, on a déjà dû te le dire 50 fois, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à la tribu malocène de Pénac, dans cet esprit de cette famille à qui il arrive des tuiles totalement improbables quand même. Comment s'est fait ce glissement vers cette chose beaucoup plus ludique ? Rapidement, parce que en fait c'est une longue histoire, mais d'abord parce que je suis pas que noir. Je suis plutôt quelqu'un de bon vivant, j'aime bien me marrer, et voilà. Ensuite, donc je la fais vraiment très brève. Ensuite, je suis écrivain. Ça fait pas longtemps, alors je suis publié depuis 2007, mon premier roman est sorti en 2007, mais ça fait pas longtemps que je me considère comme écrivain, même si je vis que de ça depuis 2007. Ça fait pas longtemps que il m'a fallu du temps pour accepter l'idée que j'étais écrivain, pour assumer le fait que j'étais écrivain et que c'était un métier. Et donc, pour moi, je vous disais tout à l'heure, l'écriture pour moi d'un roman, c'est une histoire, des personnages pour incarner cette histoire, et un style, une manière de raconter. Et donc, en acceptant l'idée, donc c'était, je sais pas, ça fait 2-3 ans que j'ai accepté cette idée-là, que j'étais écrivain, je me suis dit que ça voulait dire que je pouvais manier différents styles d'écriture, et que j'étais pas obligé de me cantonner au noir, forcément. Et que donc, fallait que j'essaye quelque chose. Donc je suis parti dans le rire, dans l'humour, dans la comédie. Alors ça reste quand même grinçant derrière, parce qu'on se refait pas. Mais avec cette idée de m'ouvrir des portes, quoi, et de me dire, ben voilà, peut-être que je peux faire aussi du roman d'aventure, peut-être que je peux faire des romans peut-être plus classiques, ce qu'on appellerait de la littérature blanche, et que finalement, un écrivain peut s'amuser avec tous les styles. Voilà. Et que c'est ça, en fait, la particularité d'un écrivain. Mais en gardant quand même en toile de fond, parce que malgré tout, la société et le regard de la société sur ce qui n'est pas tout à fait comme nous, il est quand même toujours là. Ça reste. Il faut se marrer. Oui. Voilà, c'est bien de se marrer aussi. On est obligé de faire la gueule tout le temps. Puisqu'on était quand même sur le fait sociétal aujourd'hui, j'avais aussi envie d'avoir votre sentiment sur un fait sociétal qui occupe beaucoup l'actualité depuis quelques mois en France. Comment vous, en tant qu'écrivain, vous percevez un phénomène comme celui des Gilets jaunes, et est-ce que ça pourrait être le thème d'un prochain livre ? Vaste sujet. Oui, il y a Gilets jaunes et Gilets jaunes. Enfin, je pense que tout le monde l'a vu depuis longtemps. Il y a les justes revendications du peuple en colère face à un pouvoir qui n'est absolument pas ce qu'il a promis d'être. En tout cas, pour ceux qui ont voté pour eux, je pense qu'ils sont déçus aussi. Mais Gilets jaunes et puis ceux qui cassent pas forcément des Gilets jaunes, ils mettent des Gilets jaunes, mais en dessous ils sont pas jaunes, ils sont plutôt noirs de l'intérieur, je veux dire, pas qu'il y ait d'erreur d'interprétation. C'est vraiment des gens qui sont extrêmement sombres, qui sont habités par la haine en fait, et c'est indépendant de toute culture quelque part. C'est vraiment absolument tout le monde qui peut être caché là-dessous. Et j'ai pas véritablement d'opinion sur le truc. Moi je respecte énormément tout ce qui est revendication sociale, d'ajustement des salaires, de tous ces gens qui sont écrasés justement, de tous ces visages écrasés de la société. Maintenant je suis absolument contre tout ce qui est violence purement gratuite et qui détruit le travail des autres. Ça c'est absolument insupportable. En fait t'as un avis du coup. Moi je vais répondre, ça vous paraît bateau comme réponse, mais j'ai l'impression qu'on parle des Gilets jaunes dans nos romans, c'est-à-dire depuis le début. Alors ça, évidemment maintenant on met un nom dessus parce qu'il y a des revendications claires, parce qu'il y a un vrai mouvement social derrière tout ça, qu'il soit casseur gratuit ou pas casseur gratuit. Pour moi ça fait partie d'un même phénomène, même si je ne vais pas forcément donner mon opinion là-dessus. C'est global, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir l'un sans l'autre à mon avis, c'est pas possible. Qu'on l'apprécie ou pas,
je pense que c'est comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, une révolte, elle se fait pas sans aussi ça, voilà. D'un côté comme de l'autre d'ailleurs, parce qu'il y a de la violence des deux côtés, hein, ça castagne pas mal aussi, il y a quand même pas mal de gens qui ont perdu un œil, une main, voilà, ça morfe quand même pas mal. J'ai l'impression qu'on en parle tous et toutes dans nos romans déjà, de cette France qui est en colère, de cette France qui va mal, c'est ça en fait, ce fil social qu'il y a derrière tous nos romans, j'ai l'impression qu'on le fait déjà. Alors après, écrire un roman sur les gilets jaunes, moi je me risquerais pas à ça, puis le phénomène est tellement récent qu'il faut prendre un petit peu de distance et un petit peu de recul, c'est plutôt le boulot des journalistes ou des politiques, ils ont un peu tous, ils sont payés pour ça, mais de trouver des solutions, notamment, on aimerait bien qu'ils en trouvent, mais j'ai l'impression qu'on parle déjà de ça, quand on écrit des romans sur, tu vois, ce que tu dis à propos d'enfermer, pour moi voilà, ça fait partie aussi de ça, c'est-à-dire que tous ces gens qu'on met en scène tous ces personnages qu'on met en scène dans nos romans sont ces gens qu'on retrouve aujourd'hui, soit dans la rue, soit derrière leur poste, en colère, agacés, ou en souffrance, ou en détresse, qui ont du mal à finir leur mois. Bon voilà, on en parle déjà, je crois. Et toujours un petit peu en lien avec ce mouvement des Gilets jaunes, bon, effectivement, ces derniers temps, on a vu pas mal de violences des deux côtés, des violences du côté des manifestants comme des violences policières. Et moi, il y a un truc qui m'a un peu titillé, c'est de me dire, en France, après les attentats, on a vu les policiers se faire applaudir, les CRS se faire acclamer par des foules, et là on se retrouve dans une espèce de situation paradoxale avec des manifestants qui insultent la police. J'imagine que dans les rangs de la police, il y a aussi des gens qui n'ont pas envie d'aller taper sur les autres toutes les semaines non plus. C'est quand même un truc extrêmement compliqué, voire à la limite schizophrénique. Enfin, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe? Parce que finalement, on se rend compte qu'on a quand même, que les gens adorent les flics dans les romans policiers, dans les enquêtes. Il y a quand même, on a vu fleurir un nombre incroyable de séries policières ces dernières années. Et il est où le paradoxe? Ils aiment qu'on leur fasse du mal aussi. C'est vrai que les lecteurs, ils aiment bien quand on leur fait du mal à nos flics. Hein. Bon, oui, c'est vrai, c'est un paradoxe, mais bon, en même temps, c'est un métier qui est là pour faire régner l'ordre. Les gens, c'est des pères de famille des deux côtés, quelque part. Chacun est là pour faire son boulot. C'est pas un boulot d'être casseur, mais les flics sont là pour faire régner l'ordre. Et moi, c'est vrai que je pense qu'ils ont une énorme pression sur la tête. Et que on a vu les deux gars se faire braquer leur moto, là, par une foule complètement hystérique. Je pense qu'à un moment, les gars, ils doivent aussi péter les plombs, quoi. C'est normal, soumis à une pression comme ça. Moi, je pense que... Ils ont braqué leur scooter quand le mec a braqué son arme sur la foule. Attention. Non, il l'a braqué après, hein. C'est quand la foule a sauté dessus. Moi, je l'ai vu la scène. Hein. Non, c'est quand la foule s'est jetée sur eux, que là, il a sorti son arme et qu'ils ont réussi à se barrer. Mais c'était vraiment chaud pour eux, quoi. Ils savaient pas ce qui allait se passer, ils allaient peut-être se faire massacrer, on ne sait pas. Hein. Moi, je pense qu'une foule d'autant de personnes d'un côté et deux mecs de l'autre, il y a quand même quelque chose qui n'est pas normal. On est parti sur un débat qui pour moi est extra-littéraire. Alors, nos opinions importent peu. Je veux vraiment... pour moi, le paradoxe, il n'y en a pas. C'est-à-dire que dans la littérature policière, les flics ne sont pas des vrais flics. Ce sont des personnages de fiction qui sont là pour porter des valeurs, ou qui sont exacerbés, ou au contraire, ils sont complètement pourris, mais si éventuellement ils peuvent être inspirés de personnes réelles, malgré tout, ce sont des personnages de fiction, qui sont donc des caricatures aussi, qui sont là pour porter une enquête, qui sont là pour porter du suspense, qui sont là pour porter du divertissement. Dans certains thrillers, le principe moteur, c'est se divertir. C'est happer le lecteur. Enfin, j'ai écouté Jean-Christophe Granger hier à la radio qui expliquait que son but, lui, c'était d'attraper le lecteur et de lui faire passer un moment, de lui faire peur. Voilà. C'est son but unique. Ce qu'il disait, son but, c'est pas de nous parler d'un phénomène social qui serait c'est quoi être policier aujourd'hui. Si vous voulez savoir dans du polar, dans du roman noir ce que c'est qu'être policier aujourd'hui, vous lisez Olivier Norek, vous lisez Bien connu des services de police de Dominique Manotti, qui est un roman qui se passe sur un commissariat. Voilà, là, vous allez avoir le sujet et la police. Pour autant, c'est pas parce qu'on écrit un roman policier que le sujet du roman est la police. En général, non d'ailleurs, c'est juste des prétextes, des personnages, je sais pas, c'est comme quand vous regardez NCIS. Vous regardez pas NCIS pour savoir comment fonctionne la police américaine, j'espère. J'espère que vous le regardez juste pour vous marrer, passer un bon moment et vous vider la tête, parce que ça sert qu'à ça. Voilà. C'est Dexter. Ça, j'ai jamais lu. Dexter, c'est un flic qui tue Ah, c'est encore autre chose. quelqu'un. Génial. Alors je vois que l'on retourne, alors j'ai aussi envie qu'on garde quelques minutes pour vous laisser la parole si vous avez des questions. Moi, je...
Donc ma question elle est pour Marin. Vous disiez tout à l'heure que vous avez mis du temps à vous considérer comme un écrivain. À votre avis, pourquoi ce laps de temps? Alors en fait c'est une question de légitimité, c'est très personnel, hein, donc je ne sais pas si c'est très intéressant ce que je vais vous dire, mais j'ai mis 10 ans, 12 ans de ma vie à devenir chercheur, donc à publier, à me construire une légitimité en tant que chercheur. Ensuite j'ai dû démissionner, quitter France Télécom qui a été mon employeur principal, après qu'on m'ait répété pendant plusieurs années que mon boulot n'existait plus, donc je n'avais finalement aucune légitimité, que je valais rien, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté France Télécom. Ensuite, j'ai été, vous savez comment ça se passe dans ces cas-là, on se retrouve à Pôle emploi, et à Pôle emploi, alors ça c'est pour l'anecdote, donc je touchais, pendant 2 ans j'ai touché un chômage, enfin pas tout à fait 2 ans, et à la fois j'avais un boulot parce que j'étais devenu écrivain. Et quand j'en parlais à mon conseiller Pôle emploi, il m'expliquait, écoute, t'es sympa, mais pour les ACDIC, les droits d'auteur ça rentre pas en compte. C'est-à-dire que vous pouvez vendre autant de livres que Guillaume Musso, gagner des millions, et en même temps, si vous avez droit à un chômage, vous le toucherez, ça n'a rien à voir. Ça ne rentre pas en compte. Donc c'était une manière aussi de la société finalement de me dire que non seulement j'étais plus chercheur, mais qu'en plus j'étais pas vraiment écrivain parce que ça ne rentre pas en compte. Donc mon conseiller Pôle emploi me dit, écoute, me parle pas de tes revenus d'auteur, ça n'a rien à voir, c'est quelque chose qui est complètement à côté. Et donc j'ai eu cette idée un petit peu que j'étais un imposteur finalement. Je suis devenu écrivain par hasard, j'ai jamais voulu devenir écrivain au départ, c'était pas un truc que je porte en moi depuis que je suis gamin. Et voilà, je suis devenu petit à petit écrivain, j'ai publié des romans, mais j'ai reçu des prix, on en a parlé, donc on m'a dit que j'étais un peu écrivain quand même. Voilà, et donc comme je suis quelqu'un d'assez lent pour ces choses-là, il faut que ça mûrisse. Au bout d'un moment, je finis par accepter l'idée que c'est mon nouveau métier en fait, et que je suis plus chercheur, il faut que je fasse le deuil de ça. Et que voilà, et que c'est aussi un métier qui est attaqué aussi. Il y a une réforme des retraites des auteurs, on va pas en parler là, c'est pas le lieu, mais il y a aussi des batailles à mener quand on est auteur en France. On vit des moments pas simples, comme tout le reste de la société. D'ailleurs, je crois qu'il y a un collectif d'auteurs qui s'est joint un peu au mouvement des Gilets jaunes, là, justement, sur toutes ces questions-là, notamment la question des retraites. Et donc voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps de comprendre ce qu'on est, de comprendre quelle est notre place, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Oui. Merci. Juste pour compléter la question. Justement, est-ce que c'est pas plus difficile quand on est auteur de polar de se donner une identité que quand on est auteur classique comme Musso, etc., où c'est entre guillemets mieux vu? Ah oui. Le genre, Là, on peut répondre tous les deux, je pense. On peut répondre tous les deux, je pense. Se donner une identité, c'est ça en fait, l'identité, elle arrive au fur et à mesure de l'écriture, parce qu'au départ, moi, j'étais pas... Enfin, j'ai jamais imaginé que j'écrirais un roman de littérature blanche. Pour moi, je ne lis quasiment que du noir et du polar, donc je suis parti là-dedans directement. Mon identité s'est faite d'elle-même, quelque part, au fur et à mesure des livres. Et contrairement à Marin, je me considère pas comme un écrivain, plutôt comme un romancier, parce que moi, c'est pas mon métier. En fait, je fais ça, je vais dire, en dilettante, en plus de mon boulot, puisque je travaille toute la semaine à autre chose. À Joaillerie, en l'occurrence, pour ceux qui sont intéressés par Burma, venez me voir, je vous en parlerai. Et donc je suis joaillier et depuis toujours, et le travail d'écriture, c'est un loisir, c'est vraiment un loisir qui me prend énormément de temps, mais c'est complètement différent de Marin et de mes collègues qui en vivent, et donc je ne suis pas soumis du tout à cette pression, on va dire, de gagner de l'argent en fait avec ça véritablement. Ça n'a jamais été mon but. Et ça ne le sera pas, puisque en plus je suis bientôt en retraite, je ne serai pas du tout concerné par ça, bref. Et donc je ne me considère pas du tout comme écrivain, et j'ai pas eu à me poser cette question, est-ce que je vais avoir une identité d'écrivain? Je suis juste romancier. C'est pas ça, c'est par rapport... c'est comme pour la remise des Césars, pour avoir un film comique qui est primé, c'est rare, c'est jamais fait. Et au prix Goncourt, je pense pas qu'il y ait un policier qui ait été primé, quoi. Donc, cette année, on a Nicolas Mathieu qui a eu le prix Goncourt. De la littérature, justement. Il y a eu Pierre Lemaitre il y a quelques années, il y a eu Jean Vautrin encore avant, qui étaient des gens qui venaient du noir. Alors moi, j'ai aucun état d'âme avec ça, c'est-à-dire je me pose même pas cette question. Pour moi, le noir, c'est de la littérature. Oui. C'est pas un genre pour moi. Enfin, on le présente souvent comme un genre, mais en fait, c'est de la littérature. Tu l'as dit très bien, d'ailleurs, c'est un romancier. Voilà. Qu'il écrive du noir, de la blanche, du rose, du bleu, enfin, c'est un romancier. On raconte des histoires, on fait exactement le même métier
que des gens, je sais pas, que Michel Houellebecq, voilà, on fait le même. Et je pense que vous êtes convaincus, mais on en est tellement convaincus qu'on se pose même pas la question. Moi, j'ai pas de problème de légitimité par rapport à ça du tout. Oui, mais c'est pour le commun des mortels. C'est quoi ton dernier livre, par exemple? On va citer un polar. Non, mais ton vrai dernier livre, quoi. Il y a toujours cette petite question, quand est-ce que tu écris un vrai livre? Oui, bon, c'est pas grave. Ça évolue, j'ai l'impression que les mentalités changent quand même par rapport à ça. Parler de gens qui lisent du polar, qui lisent de plus en plus. Moi, je Les travaille jeunes. en médiathèque depuis quelques années et il y a énormément, enfin, ça sort énormément les polars. Oui, puis le public, j'ai l'impression que le public est pas dupe. C'est-à-dire qu'il sait bien qu'il y a du talent dans le roman noir, que voilà, et à la fois j'ai pas envie de le revendiquer moi comme un genre parce qu'on est des romanciers d'abord. Enfin voilà, je suis écrivain par mon métier, mais on est des romanciers, on raconte des histoires. Notre métier, c'est de raconter des histoires. On fait exactement le même métier. Surtout, il faut être plus crédible que dans le roman classique, je trouve. Parce que si on fait une enquête, on a intérêt à ne pas se planter, parce qu'il y a des policiers qui lisent, il y a... On a la chance d'en connaître pas mal. Ça aide quand vous avez des doutes. Ah oui, ça aide énormément. Bah, Olivier, Daniel Thierry, enfin, toutes les personnes qui sont prêtes à nous filer un coup de main quand on a un doute sur le déroulement d'une enquête, on l'adore. Je crois qu'effectivement, cette frontière entre les gens, elle se voit de plus en plus. Tant mieux, c'est tant mieux. Bah, c'était comme la BD à l'époque. Un autre encore une question? Donc, je vais remercier Marin et Jacques de nous avoir consacré cette petite heure.